Bonjour à tous, merci Madame, Monsieur le modérateur, bonjour chers collègues, merci à la commission scientifique de la SRLF de me permettre de partager avec vous une expérience pratique d'un centre certes petit transplanteur, mais autour d'une situation qui est très stressante pour l'ensemble des acteurs, nous les médecins en premier, les patients et leurs proches bien entendu. Donc l'objectif principal est surtout donc au travers de quand même bases physiopathologiques nécessaires de rappel, vont essayer de dresser un petit peu l'organisation autour de la prise en charge de ces patients. Donc, parler d'insuffisance hépatique aiguë, de quoi va-t-on parler? Alors, la classification et les formes cliniques sont nombreuses dans la littérature, qu'elles soient françaises ou anglo-saxonnes, et que on va parler tantôt d'hépatite aiguë sévère, de dysfonction ou de défaillance hépatique, mais qu'on soit anglo-saxon de chez O'Grady, plutôt français ou japonais, les dénominateurs communs qui sont la base du socle de la définition de l'insuffisance hépatique aiguë sont regroupés autour des anomalies de la coagulation et de l'INR, de la présence d'un ictère et d'altérations neurologiques, et surtout du délai entre l'ictère et l'encéphalopathie hépatique, tout ça survenant dans un contexte d'absence d'hépatopathie sous-jacente, supposant un caractère potentiellement réversible. On parlera très peu, mais on l'abordera très brièvement, le cas particulier de l'enfant, où la notion donc d'hépatite fulminante est plutôt avec l'encéphalopathie hépatique est difficile à mettre en place, à diagnostiquer dans la mesure où il y a une intrication de maladies métaboliques spécifiques à l'enfant, et donc effectivement hépatite fulminante, ce sera plutôt à réserver pour l'adulte, l'enfant étant l'insuffisance hépatique sévère. Alors les objectifs de cette prise en charge qui vont nous occuper vont être basés bien sûr sur le diagnostic de l'insuffisance hépatique aiguë, mais aussi le diagnostic non seulement positif, mais le diagnostic étiologique, l'idée étant qu'il y a une intrication quand même pronostique avec le type de étiologie sous-jacente, et donc de faire un diagnostic étiologique permettra peut-être potentiellement d'avoir un traitement spécifique à mettre en place. Et puis, bien sûr, c'est surtout prévenir et traiter l'ensemble des complications, notamment de défaillance d'organes, une ou plusieurs, de prévenir ou de pallier à la défaillance multiviscérale et surtout la prise en charge de l'œdème cérébral, facteur de morbidité, mortalité. Et bien sûr, on parlera de l'éligibilité ou la non-éligibilité à la transplantation pour ces patients-là. Donc première étape, le diagnostic, faire le diagnostic chez des patients qui vont être très hétérogènes dans leur présentation clinique, dans leur phénotype, en termes de délai d'apparition entre cette encéphalopathie hépatique ou cet ictère, en termes de symptômes, des symptômes qui peuvent être des symptômes complètement aspécifiques et très généraux, et en termes de gravité. Et en fait, la symptomatologie que va présenter le patient ou la patiente va découler de trois mécanismes intriqués que sont les signes d'insuffisance hépatocellulaire, le CIRS, donc l'activation inflammatoire systémique, et la défaillance multiviscérale, qui vont donner des défaillances d'organes cérébrales, pulmonaires, myocardiques, rénales, un risque septique, et donc qui vont faire qu'il y aura une présentation clinique très hétérogène et des difficultés à un diagnostic initial. Le diagnostic, on l'a dit, va être basé sur des anomalies de la coagulation, l'ictère, l'encéphalopathie hépatique et l'absence d'étiologie sous-jacente, mais aussi donc il nous faut faire un diagnostic étiologique et donc la nécessité de rappeler la fréquence prépondérante des étiologies qui va varier selon l'origine géographique du patient. Et donc actuellement, vous voyez qu'il y a essentiellement des étiologies virales ou médicamenteuses toxiques au paracétamol, mais que près de 40%, jusqu'à 40% des étiologies seront inexpliquées.
qu'en France, dans la série donc de Clichy, on retrouve cette même tendance avec une fréquence d'insuffisance hépatique aiguë sans étiologie retrouvée et une trentaine de % en rapport avec une toxicité au paracétamol. Que dans le registre européen qui a colligé l'ensemble des patients en insuffisance hépatique aiguë qui ont été transplantés jusqu'en 2008, vous voyez que l'insuffisance hépatique aiguë va représenter peu de patients, mais enfin entre 15% au maximum, et que dans ces étiologies, on retrouve les étiologies virales et les étiologies toxiques. Donc on parle bien sûr d'hépatite toxique au paracétamol, mais ne pas oublier, parce que c'est important de faire l'interrogatoire à l'admission concernant les autres classes thérapeutiques qui sont impliquées dans les insuffisances hépatiques aiguës, que sont les antituberculeux, des médicaments antibiotiques, des médicaments à visée anti-épileptique ou des anti-infectieux, qui chacun vont avoir une toxicité soit immunoallergique directe, soit par idiosyncrasie, et conduire à un tableau qui va être variable, et donc plutôt cholestatique, plutôt mixte, et une répartition selon la catégorie d'âge qui ne va pas être très très différente. Mais donc en clair, il faudra rechercher le paracétamol certes, mais regarder et fouiller à l'interrogatoire, et un interrogatoire pas forcément sur la période très récente dans les 2 mois qui ont précédé, mais peut-être aussi aller voir avant les 2 mois, donc dans un délai un peu plus long que 2 mois, pour les médicaments au sens large, pour les compléments alimentaires et tout ce qui est un petit peu complément ou remède un petit peu, on va dire, populaire, les thérapeutiques à base d'herbes, etc., qui sont aussi pourvoyeurs d'insuffisance hépatique aiguë. Donc interrogatoire drastique. Donc en pratique, à l'admission, c'est là qu'on commence à s'agiter. Bien sûr, le terrain, qui c'est qu'on a à gérer? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est bien un jeune, parce que généralement c'est le cas, et 30% des hépatites aiguës sévères vont conduire à l'insuffisance hépatique aiguë. Est-ce que c'est un terrain jeune sans antécédent? Est-ce que c'est un alcoolique et un dénutri? Est-ce qu'il y a des comorbidités? Puisqu'on aura systématiquement une interaction entre l'insuffisance hépatique aiguë et les défaillances, les comorbidités chroniques, et ces comorbidités chroniques impactées par l'insuffisance hépatique aiguë. Le bilan biologique minimum à réaliser, il va avoir l'objectif de revenir sur les étiologies, de documenter les étiologies les plus fréquentes, notamment virales, de faire de la biochimie standard pour justement évaluer la gravité, donc avec l'INR, le facteur 5 quand il est disponible, s'il est disponible, le taux de paracétamol, mais déjà si on peut redire, et on le redira, même un taux de paracétamol bas n'éliminera pas la toxicité, et donc on le fera systématiquement. Les sérologies virales, les bêta-HCG plasmatiques pour les pathologies spécifiques de la grossesse impactant le foie, l'ammoniémie bien entendu compte tenu de son caractère un petit peu facteur de risque prédictif de l'œdème cérébral, et puis des petites choses, donc la HIV surtout dans la prospective d'une transplantation hépatique pour l'allocation et les greffons dérogatoires. Donc le lactate bien entendu. Donc s'attacher bien sûr aux transaminases et regarder les transaminases et la bilirubine. Les transaminases très très élevées, c'est le paracétamol ou le diagnostic ou l'hépatite toxique d'origine ischémique, enfin l'hépatite ischémique. Regardez aussi la bilirubine et les phosphatases alcalines, puisque une des étiologies certes pas très fréquente, mais quand même assortie d'un pronostic très spécifique, qui est la maladie de Wilson. Souvent, la céruloplasmine n'est pas disponible en urgence. Par contre, le rapport bilirubine-phosphatase alcaline est un élément qui peut être d'orientation initiale. À l'admission toujours, on arrêtera tous les traitements inutiles ou futiles ou potentiellement néphrotoxiques compte tenu de l'impact sur le métabolisme et leurs conséquences en termes métaboliques de l'insuffisance hépatique aiguë. La volémie, on la corrigera systématiquement. Pourquoi? Parce que il y aura une intrication de la défaillance cardiovasculaire induite par l'insuffisance hépatique aiguë, mais aussi l'hypovolémie induite par la symptomatologie initiale de l'étiologie spécifique à cette
insuffisance hépatique aiguë. Et puis, bien sûr, avoir le réflexe de mobiliser ses troupes sur la surveillance neurologique qui, elle, va faire le pronostic et va diligenter toute une organisation derrière, avec une évaluation rapprochée. Et rapprochée, c'est horaire. On dérange le patient toutes les heures, on mobilise les soignants, les étudiants, si on en a, et avoir en tête la gradation de l'encéphalopathie hépatique, qui, je vous rappelle, se fait en 4 stades. Alors, quid de la N-acétylcystéine. Donc, vous le savez, il faut avoir ce réflexe de prescription de la N-acétylcystéine qui va viser à restaurer le stock de glutathion qui est donc mis à mal dans ces intoxications massives aiguës, qui a un coût-bénéfice et un bénéfice-risque très largement en faveur, et que en dehors du stock de glutathion qu'elle va restaurer, il y a aussi des vertus hémodynamiques sur les données de la littérature, des vertus thérapeutiques pour la réduction de l'œdème cérébral, et donc on le donnera par extension, non seulement dans les intoxications paracétamol aiguës, mais en plus en chronique, et aussi dans toutes les insuffisances hépatiques aiguës graves, et que le protocole, si vous ne le connaissez pas, c'est la dose de charge en IV de 150 mg kg sur 1 heure, et suivi de 50 mg kg sur 4 heures, puis 10 sur 16 heures. Et on prolongera ce traitement par la N-acétylcystéine, surtout et tant que le patient reste en encéphalopathie hépatique et si l'évolution est péjorative. Il peut y avoir donc des effets indésirables à type de flush, mais surtout de bronchospasme, qui n'ont pas de traitement spécifique en termes de gestion, mais qui autorisent aussi à une reprise, pour peu qu'on ait encadré cette prise en charge d'effets indésirables, à une reprise de ce traitement qui ne fait pas de doute et qui permet d'avoir un meilleur pronostic des patients. Donc, on a dit le paracétamol en intoxication aiguë avérée avec surdosage, mais pas seulement, parce qu'on voit que les patients, qu'ils aient eu une prise de paracétamol à visée suicidaire massive ou qu'ils en ont pris de manière plus chronique, ce d'autant qu'ils sont éthyliques chroniques ou dénutris, vont avoir un pronostic péjoratif. Et que quand on donne de la N-acétylcystéine, et si on le donne précocement, y compris quand il y a une encéphalopathie hépatique débutante de stade 1-2, on va améliorer la survie. À côté de N-acétylcystéine, les autres traitements spécifiques existent concernant donc les étiologies virales, notamment herpétiques, existent vis-à-vis des hépatites auto-immunes avec la méthylprénisolone ou dans le cadre de l'intoxication aux champignons. Les autres contextes spécifiques, on ne fera que les citer pour dire simplement qu'en pédiatrie, certaines maladies métaboliques sont responsables d'insuffisance hépatique aiguë avec des traitements bien particuliers qui comprennent une prise en charge diététique et parfois un peu de N-acétylcystéine. Les autres contextes, je vous les ai listés ici, donc ont une prise en charge, une filière de soins bien spécifique. Alors, le côté hémodynamique, il est majeur. Je vous ai dit qu'il y avait une hypovolémie constante, eu égard à la défaillance myocardique fréquente, eu égard au diagnostic étiologique sous-jacent, et que, bien sûr, le versant prise en charge hémodynamique, il sera primordial pour les étiologies d'insuffisance hépatocellulaire d'origine ischémique, que le profil habituel est celui d'un profil hyperkinétique, et qu'il y a des interactions foie-poumon dans les deux, cœur et foie dans les deux sens, qu'on ait une pathologie cardiaque préalable ou pas. L'impact, il est majeur en termes non seulement de restauration macrocirculatoire, mais aussi en termes de neuroprotection, surtout s'il y a des complications neurologiques. Il fera appel à un remplissage par cristalloïde sans spécificité et l'utilisation de vasopresseurs, l'idée étant que l'objectif est d'une pression artérielle diastolique au moins est supérieure à 40 mm de mercure, en faisant appel à la noradrénaline. Et en cas d'échec de la noradrénaline, les traitements à type de vasopressine ou de terlipressine ont été utilisés, sont débattus ou sont controversés dans la littérature eu égard à de possibles effets d'aggravation au niveau de la perfusion cérébrale. Si vous voulez utiliser de l'épuration extrarénale, il faut privilégier les thérapeutiques continues versus les thérapeutiques dissociées
discontinues qui seront mieux tolérées et en aucun cas favoriser, enfin en tout cas limiter les à-coups tensionnels. Et juste je rappelle que la N-acétylcystéine a également des vertus hémodynamiques. Le côté métabolique, la prise en charge est importante puisque les fonctions métaboliques donc de néoglucogénèse, de fabrication de facteurs de la coagulation ou de clairance de lactate vont être mises à mal et donc maintenir la normoglycémie et donc surveiller les dextros de manière rapprochée est importante. Les troubles électrolytiques également, notamment l'hyponatrémie. Pour ce qui concerne les troubles hémorragiques, effectivement, le TP ou l'INR peut être extrêmement élevé avec un effondrement du facteur 5, sans pour autant qu'il y ait de syndrome hémorragique avéré. Il n'y a pas lieu de corriger systématiquement les anomalies de la coagulation. Si on fait des tests plus généraux de la coagulation, il s'avère qu'il y a un équilibre entre la balance anticoagulation et procoagulante, et qu'on ne transfusera ou on ne substituera qu'en cas de procédure invasive ou d'hémorragie avérée. Et bien sûr, donc l'impact métabolique avec le rôle central de l'ammoniémie dans la genèse et dans la physiopathologie de l'œdème cérébral va faire qu'on va surveiller de très près l'ammoniémie, de même qu'on surveillera l'état neurologique clinique. Le côté infectieux avec le risque infectieux, il est majeur. Pourquoi? On a vu que l'insuffisance hépatique aiguë, ou je le redis, a un certain nombre de particularités qu'elle partage avec le sepsis, avec un CIRS et donc une immunoinflammation induite qui va faire qu'il y aura un CIRS d'autant plus sévère que l'insuffisance hépatique est avancée et grave, et que la dysfonction immunitaire va être également impactée avec des anomalies quantitatives et qualitatives. Donc le traitement antibiothérapeutique, on y viendra. L'œdème cérébral, je vous ai dit, c'était la complication la plus grave, avec des mécanismes complexes, notamment d'œdème cytotoxique assez spécifique, qui va faire qu'il faudra être vigilant sur les facteurs généraux d'aggravation, notamment septiques. Et que dans cette prise en charge d'œdème cérébral, les objectifs sont bien précis, la pique à moins de 20, la pression de perfusion à plus de 70, en corrigeant les facteurs favorisants généraux, en augmentant la position de la tête, en intubant dès qu'il y a une encéphalopathie stade 3, sans faire d'hyperventilation préventive, en ayant des objectifs de saturation d'oxygène à 95% et une PEP à 6 pour ne pas aggraver, avec des niveaux de PEP élevés, la composante congestive et hypoxique. Que l'osmothérapie elle a sa place dans les œdèmes et les hypertensions intracrâniennes, de la même façon que le sérum salé hypertonique, avec des objectifs et une documentation de la littérature qui est assez éloquente sur une natrémie à maintenir dans ses états sévères de 145 à 150. D'autres traitements plus innovants, comme l'hypothermie thérapeutique induite, peut avoir des effets et peut être proposé en cas de prise en charge réfractaire au traitement médical. Et en tout cas, il n'y a pas lieu de faire une surveillance systématique et rapprochée par imagerie, si ce n'est pour documenter une complication à un moment donné. Des techniques au lit du malade, comme le Doppler transcrânien, ont montré une efficacité dans cette prise en charge. Le pronostic, il est apprécié d'une part par le contexte du patient, l'âge, la sévérité, l'étiologie, qui, selon l'étiologie sous-jacente, aura un niveau de pronostic et de survie variable. Et il y a un certain nombre de facteurs biomarqueurs qui peuvent être utilisés, mais qui ne sont pas toujours disponibles. En tout cas, les marqueurs simples de lactatémie ou de phosphore peuvent être d'une utilité en routine. Des algorithmes ont été proposés pour identifier des sous-groupes à risque avec des algorithmes à partir de données biologiques ou clinico-biologiques dans les 24 heures. Tous ne sont pas utilisables en pratique courante, mais en tout cas, il y a une littérature de plus en plus riche qui vise à optimiser ce score prédictif vis-à-vis d'autres scores jusqu'alors utilisés dans pathologie hépatique chronique. La transplantation hépatique, vous l'avez vu, pour l'insuffisance hépatique aiguë, elle reste stable. C'est en 15, maximum 20%. Elle était négligeable avant 86, mais elle reste stable en proportion dans
ce registre européen. Et les critères d'éligibilité, on en a. Il y a les critères du King's College et les critères de Clichy, en dehors des critères d'étiologie sous-jacente à pronostic défavorable. Et donc, selon qu'on a en face à une intoxication au paracétamol ou pas, les critères du King's College nous permettent, sur la base de l'âge, du taux de lactate et de l'INR, de l'existence ou non d'une insuffisance rénale associée, de nous projeter légitimement vers la perspective et la démarche d'appel de la coordination. L'orientation vers la transplantation, bien sûr, on l'a vu qu'il y a des critères qui existent. Une évolution défavorable clinique et clinico-biologique. Il est bien évident qu'on ne transplantera pas quelqu'un en défaillance multiviscérale ou qui a une fonction cérébrale extrêmement compromise sur un ensemble de surveillance clinique. Donc, pour terminer en pratique, les 10 commandements, on hospitalise, point n'était besoin de le rappeler. Par contre, on hospitalise et on rapproche d'un centre transplanteur dès qu'il y a des signes d'encéphalopathie hépatique. Vaut mieux anticiper. La N-acétylcystéine, selon le protocole avec la dose de charge et en IV, doit être largement répandue. La volémie est un élément majeur et la surveillance clinico-biologique, elle est extrêmement fondamentale puisqu'elle fait partie des critères qui vont être pris en compte sur l'évolution et l'éligibilité pour de la transplantation. On intube dès qu'on a une encéphalopathie hépatique au moins de stade 3. On ne transfuse pas de manière systématique, si ce n'est en couverture d'un geste invasif ou en cas de syndrome hémorragique avéré. L'antibioprophylaxie, compte tenu de l'immunoparalysie et du risque infectieux, ce sera de l'antibioprophylaxie dès qu'il y a une défaillance d'organes, dès qu'on a besoin d'avoir recours à des amines ou qu'il y a une insuffisance rénale. La prévention de l'ulcère gastro-duodénal est recommandée sur les recommandations de l'association américaine de phase 3. Et surtout, on préalerte la coordination et les équipes chirurgicales. Donc vous l'avez compris, l'insuffisance hépatique aiguë, c'est une pathologie rare mais grave qui affecte le sujet jeune. C'est un groupe extrêmement hétérogène de patients, de petits patients parfois, de patients particuliers comme la femme enceinte, avec des facteurs intriqués qui fait qu'il y a des similitudes de prise en charge avec donc nos patients de réanimation tout venant, compte tenu du CIRS, de la MOF et de l'insuffisance hépatocellulaire. Il n'y a pas de traitement miracle, si ce n'est peut-être la N-acétylcystéine, et que le seul traitement pour les cas les plus graves, c'est la transplantation hépatique qui me permet de faire le lien avec la présentation suivante, après avoir remercié l'ensemble des équipes grenobloises, mes collaborateurs du service et les équipes anesthésistes et chirurgicales. Je vous remercie.